Vous avez Mathieu Jolivet m'a dit que vous étiez excellent, donc je n'en doute pas parce que Mathieu a d'excellentes références. Peut-être un premier point qui peut évoluer, hein, bien évidemment, notamment si vous nous écoutez en replay, mais le point qui est important, c'est on se rend compte que le cessez-le-feu sur le terrain n'est pas respecté, on va avoir les négociations qui vont perdurer. Est-ce que mon sentiment, en n'étant pas faisant de géopolitique, mais plutôt analyste marché, c'est de me dire on n'aura pas un cessez-le-feu sur le terrain qui sera réellement mis en place, il y aura toujours des disruptions, des attaques, mais finalement, personne ne va y prêter attention, ou en tout cas, il n'y aura pas une attention comme on l'a eu ces dernières semaines. Quel est votre sentiment pour ça ? J'ai tendance à partager votre analyse, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une dimension où le conflit a été tellement intense au regard des secousses, surtout des secousses économiques, plus que la dimension militaire à proprement parler. Ce qui innove avec le conflit qui oppose Washington à Téhéran, ça a été le fait qu'on s'est retrouvé dans une dimension asymétrique où la poussée militaire a trouvé une riposte économique de la part de l'Iran et qui a conduit justement à cette presque impasse stratégique dans le sens où l'économie est devenue le sujet premier, et on le voit bien. Et d'ailleurs, même dans la feuille de route qui est mise en œuvre, ou qui va être mise en œuvre lors des discussions, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz, et on voit la primatie de l'économie quasiment en partage avec les considérations stratégiques que sont le dossier nucléaire. Donc les marchés, oui, vont être, je dirais, plus soft sur la question du respect du cessez-le-feu. Ce qui va compter, c'est surtout l'accord final et la libération des tensions économiques qui, pour le coup, pèsent réellement. Oui, on le voyait sur un tweet de Donald Trump. Il nous disait justement, alors sans lire l'intégralité, mais il nous disait qu'il faut que l'Iran accepte, je cite, l'ouverture totale, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz. On a un peu l'impression que, autant je discutais avec mon invité précédent donc, sur le pétrole, et qu'au Venezuela, c'est plutôt un succès, l'opération. En tout cas, il y a un réalisme politique qui s'est mis en place. Autant là, on a l'impression que pour les Américains, malgré tout, l'opération est un échec, en tout cas sur le point de vue économique. Et on est assez surpris qu'ils n'avaient pas anticipé justement la fermeture du détroit d'Ormuz, alors que l'Iran l'avait mis en avant depuis à une vingtaine de reprises, je crois, depuis les années 70. Comment on explique cela, finalement, que les Américains n'ont pas intégré cette donnée ? Je pense que les éléments figuraient, car je ne remettrai pas en cause la capacité des services de renseignement américains. De ce point de vue, on a quand même un département de la défense qui est extrêmement efficace. Mais je pense qu'il faut mesurer aussi la question du poids au niveau politique. C'est-à-dire qu'en règle générale, lorsque vous lancez une offensive, vous avez une appréciation globale, c'est-à-dire les effets militaires, les objectifs, et aussi les effets périphériques. Or là, on a l'impression effectivement que la dimension économique a été minorée, et c'est d'autant plus surprenant que c'est devenu l'arme principale de l'Iran. Aujourd'hui, l'asymétrie conventionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de l'Iran à faire face directement d'un point de vue militaire, est compensée par sa force de frappe et la contrainte économique qu'elle fait porter à Washington. Or, on se rend compte que dans ce cours de la guerre, les États-Unis aujourd'hui on arrive à se poser la question d'aller vers un règlement du conflit, vers un conflit plus réduit. Pourquoi ? Parce que les objectifs militaires ont été presque atteints, en tout cas c'est ce qui est dit dans la rhétorique US, mais finalement la dimension économique les rattrape et les met aujourd'hui dans cette situation de devoir trouver une issue, une sortie, car elle impacte à la fois au niveau international, mais aussi sur le plan intérieur, le président Trump par rapport aux promesses qui avaient été les siennes lors de sa campagne électorale. On est assez surpris quand on regarde, alors les annonces de Trump peuvent être bien sûr fluctuantes, hein, mais sur ses dernières positions, en tout cas, qui peuvent évoluer, il nous met en avant finalement qu'il accepterait un contrôle à la fois américain et iranien du détroit avec droit de passage. C'est un peu comme si demain vous avez effectivement le Maroc ou encore l'Espagne qui mettent un droit de passage pour le détroit de Gibraltar. Ce qui est quand même pas très cohérent, non seulement avec le droit international, mais en plus, c'est pas un message pour les marchés qui va être très positif. Est-ce que ce scénario-là pourrait être crédible, sachant quand même vous avez une divergence aussi politique, on va y revenir dans un instant sur les 10 points, entre les deux États? C'est un point qui va être d'autant plus discutable que l'Iran considère qu'historiquement, elle est le gardien du détroit d'Ormuz. Elle est signataire, tout comme les États-Unis, des accords concernant la liberté de circulation, mais n'ont pas ratifié, ni l'un ni l'autre. Donc à partir de là, on reconnaît ce droit, mais là on voit bien que sur cette idée de transposer une sorte de taxe de passage, et là encore je mettrai une distinction entre ce qui peut exister au niveau du passage du canal de Suez, qui relève d'une infrastructure dépendante et souveraine de l'Égypte, sur lequel un droit de péage est
est tout à fait légale, et celle d'un droit qui serait totalement nouveau. Et on a peut-être aussi le risque de créer une jurisprudence dans d'autres espaces et canaux stratégiques qui pourraient être poussés par d'autres puissances, je pense notamment à la Chine, qui pourraient considérer à juste titre que si cette jurisprudence est faite, pourquoi pas la reproduire ailleurs? Oui, le détroit de Formose, par exemple, on peut tout à fait considérer, en plus, vu les enjeux sur place, que ce soit un sujet. On voit que les autres États, parce que malheureusement, finalement, ils ne sont pas conviés aux négociations, les États de la région, si demain on avait ce droit de passage qui était mis en application, alors certains, l'Arabie Saoudite essaye de le faire, c'est-à-dire met en place des routes alternatives pour le pétrole notamment, mais on a eu l'oléoduc Est-Ouest jeudi soir qui a été visé par un missile ou un drone, en tout cas iranien, donc ça reste très compliqué. Quelle est l'attitude de ces États? Est-ce qu'il y a des divergences, notamment entre les États de la région, sur la manière de procéder? Et est-ce qu'ils ont à minima comme point commun cette ouverture, le libre passage au niveau du détroit? C'est un point qui est essentiel parce qu'il ne faut pas oublier que si l'Arabie Saoudite a cette latitude de pouvoir passer par l'oléoduc Yanbu et de se servir de la mer Rouge comme un nouveau canal d'exfiltration de son pétrole, ce qui est le cas aussi dans une certaine mesure des Émirats arabes unis, d'autres États, notamment le Koweït et le Qatar, sont totalement dépendants du détroit d'Ormuz. Donc si on crée ce précédent et qui devait s'installer avec ce droit de passage, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un surcoût donc durable et qui peut être intégré dans la prospective longue de ces États, mais qui finalement, pour les États contractants, pour les entreprises, pour le consommateur que nous sommes, se répercutera. Donc à partir de là, ça veut dire que les marchés vont devoir intégrer cette donne avec ce qu'on a évoqué précédemment, le risque que cela se reproduise ailleurs. Donc là, c'est vraiment une sorte de nouvelle configuration des routes maritimes et de la définition de ce qu'est la circulation et du droit d'accès qui est en somme remise en cause. Mais là encore, remettons en perspective la trajectoire Trump qui, lui-même, au niveau des infrastructures internationales, remet en cause tout un ensemble d'alliances. Ouais. Le droit international n'a très peu de signification. On est vraiment dans ces dimensions transactionnelles. Et on voit aussi sur cette problématique que le sujet est traité en bilatéral, entre guillemets, entre les États-Unis d'un côté et Téhéran. Le reste n'a pas d'importance. Complètement. On a encore quelques minutes. Je voulais revenir sur le changement de régime, ou à la nouvelle définition, on va dire, du changement de régime, et notamment les 10 propositions. Trump nous disait, nous avons reçu une proposition en 10 points de la part de l'Iran, et nous estimons qu'il s'agit d'une base de négociation viable. Quand on regarde quand même les demandes américaines et les demandes iraniennes, on voit pas comment on pourra aboutir à un accord. Est-ce que vous êtes optimiste à cet égard? Et en même temps, question subsidiaire, on a l'impression quand même que ce sont les gardiens de la révolution qui commencent à prendre l'ascendant davantage effectivement que le leader suprême. Qu'est-ce que ça va changer dans les négociations? On a le sentiment qu'ils sont assez opportunistes, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts économiques. Comment on pourrait sortir par le haut de tout cela? Tout d'abord, il faut rappeler que comme dans toute négociation, on arrive forcément avec une posture maximaliste. C'est-à-dire qu'on arrive avec des conditions qui, de facto, sont rejetées par les belligérants. Mais le but, c'est d'arriver à un consensus minimal autour de points importants. Si je prends le cas de l'Iran, il va y avoir notamment la problématique du contrôle du détroit d'Ormuz, et qui sera, à mon avis, un point inconditionnel. La question aussi de son droit à pouvoir exercer une activité ou à développer son nucléaire civil. Du côté américain, va se poser un certain nombre de questions. C'est celle de la paix sur le temps long, celle du contrôle du programme nucléaire qui doit rester strictement civil avec un contrôle extrêmement strict. Mais il ne faut pas oublier, il y a aussi des considérations d'ordre économique. Parce que dans le fond du fond, il y a toujours ce sujet du comment on fait pour intégrer, une fois la partie conflit résolue, cette partie, surtout que les entreprises américaines, et on se souvient à l'époque du JCPOA, étaient très intéressées par le marché iranien. Donc moi, je n'exclus pas aussi qu'il y ait des accords qui se fassent, parce qu'il va y avoir aussi des consensus qui se font sur une base autour de convergence économique. Pour répondre aussi à la problématique politique, ce qui s'est passé a accéléré une forme de transition dans les équilibres du pouvoir avec une montée du centre de gravité des gardiens de la révolution qui sont déjà présents dans le champ politique et économique. Donc cette opération aura fait qu'accélérer cette transition. Et on voit d'ailleurs même dans l'émergence et la nomination du nouveau guide, cette compatibilité entre le leader politique et l'appareil militaro-sécuritaire. Donc un changement de régime qui n'en est pas vraiment un, mais une accélération d'une transition qui était initiale, si je vous résume. Tout à fait.
Merci beaucoup, Djilabi Benchebane. Vous êtes analyste géopolitique, directeur COS Stratégie et Conseil. Je serais ravi de vous accueillir de nouveau. C'était passionnant et malheureusement un peu trop court. On se retrouve pour l'agenda pour la semaine prochaine, dans un instant. Tout pour investir, la masterclass à surveiller. Et on se retrouve pour la